Mémoire pour servir à l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue. Par le lieutenant général baron Pamphile de la Croix. Chapitre 3. L'extradition d'Auger et de ses compagnons jeta l'effroi dans l'âme des gens de couleur. Liés d'intérêts comme le sont les opprimés, ils attendaient dans le silence de la crainte ce qui allait être décidé. Leurs angoisses furent longues. Le Conseil supérieur du Cap, selon les formes anciennes, fut chargé d'instruire la procédure dans le secret. Cependant, l'Assemblée provinciale déclara solennellement que des commissaires, pris dans son sein, assisteraient à l'instruction et au jugement qui interviendrait. Les paroisses de la partie du Nord furent invitées à envoyer également des commissaires. Mais le plus grand nombre s'y refusa, parce que, dévouées à l'Assemblée de Saint-Marc, elles ne virent dans cet appel qu'un prétexte pour attirer leurs députés à l'Assemblée provinciale. Leur refus donna lieu à des lenteurs qui servirent à exciter la jalousie et la fureur des petits blancs. Ils redoublèrent partout d'insolence et de vexation envers les sans-mêlés. Enfin, après 2 mois d'attente cruelle, la Cour déclara « Ledit Vincent Auger, jeune dûment atteint et convaincu d'avoir, depuis longtemps, prémédité le projet de soulever les gens de couleur, et notamment ceux des quartiers de la Grande Rivière, par ses discours, fausses qualifications et décorations extérieures. Sachant combien les gens de couleur sont portés à la vanité, Auger, pour se donner du crédit parmi les siens, avait acheté du prince de Limbourg l'ordre du mérite du Lion, et s'était fait peindre en uniforme de colonel, décoré de la croix de Saint-Louis. Déclare pareillement ledit Jean-Baptiste, dit Chavannes, dûment atteint et convaincu d'avoir, avec le nommé Auger jeune, été le premier et le plus ardent à provoquer, ordonner et exécuter ladite révolte. Pour réparation de quoi condamne l'édit Vincent Auger, jeune quateron libre du Dondon, et Jean-Baptiste, dit Chavannes, quateron libre de la Grande Rivière, à être conduit par l'exécuteur de la haute justice au devant de la principale porte de l'église paroissiale de cette ville. Et là, nu-tête et en chemise, la corde au cou, à genoux et ayant dans leurs mains chacun une torche de cire ardente, du poids de 2 livres, faire amende honorable, et déclarer à haute et intelligible voix que c'est méchamment, témérairement et comme mal avisés, qu'ils ont commis les crimes dont ils sont convaincus. Qu'ils s'en repentent et en demandent pardon à Dieu, au roi et à la justice. Ce fait conduit sur la place d'armes de cette ville, au côté opposé à l'endroit destiné à l'exécution des Blancs, et d'y avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs sur un échafaud qui sera dressé à cet effet, et mis par l'exécuteur de la haute justice sur des roues, la face tournée vers le ciel, pour y rester tant qu'il plaira à Dieu leur conserver la vie. Ce fait, leur tête coupée et exposée sur des poteaux, savoir, celle du dit Vincent Auger, jeune, sur le grand chemin qui conduit au Dondon, et celle de Jean-Baptiste, dit Chavannes, sur le chemin de la Grande Rivière, en face de l'habitation Poisson, déclare les biens du dit Auger, jeune, et du dit Jean-Baptiste, dit Chavannes, acquis et confisqués au profit du roi, etc., etc. 2 jours après, Jacques Auger, dit Jacot, frère de l'auteur de l'insurrection, fut aussi condamné à mort, et il y eut encore un compagnon d'Auger de rompu vif, et 21 de pendus, en vertu d'un nouvel arrêt qui en envoya 13 autres aux galères perpétuelles. L'Assemblée provinciale du Nord, en assistant encore à ces holocaustes, donna la mesure de ce que peut la haine exaltée par les préjugés. Les massacres juridiques, dont elle voulut repaître sa vue, changèrent les coupables en martyrs de la liberté. Le supplice d'Auger et de ses compagnons sépara pour toujours la classe des sans-mêlés de celle des créoles. Quoique la nature les réunît encore par des affiliations et que leurs intérêts comme propriétaires fussent communs, la haine et la vengeance brisèrent à jamais ces liens. Les sans-mêlés, trop effrayés pour se plaindre, surent dissimuler et haïr. La haine qui ne peut s'exhaler est toujours dangereuse. Les colons, exaspérés par la tentative insurrectionnelle d'Auger, redoublèrent de rigueur dans leurs préjugés et de soupçons envers le gouvernement. Ils fondaient leurs suspicions sur des propos indiscrètement échappés et sur l'accord qui paraissait suivre les négociations que les chefs de la colonie avaient eues avec les insurgés de l'Ouest et du Sud. Cet accord était dans les circonstances. Que pouvait faire de mieux le gouvernement de la colonie que de s'attacher une caste égale à celle des Blancs, et que pouvait encore faire de mieux cette caste que de rechercher cette protection contre les outrages qui l'accablaient. L'Assemblée provinciale du Nord, mécontente de ces intelligences,
s'éloignait de plus en plus du gouvernement colonial, dont elle n'avait été un instant l'appui que pour servir ses passions envers l'Assemblée de Saint-Marc. Le général de Blancheland avait hérité du comte de Peigné d'une autorité chancelante et mal reconnue. La colonie était livrée aux convulsions des partis, et cette division entretenait l'anarchie. On apprit enfin à Saint-Domingue qu'au moment où le Léopard jetait l'ancre dans la rade de Brest, M. de Vincent, porteur des dépêches du comte de Peigné, était entré à Lorient et que des commissaires députés du Cap du Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets avaient pris terre à Nantes. On sut en même temps que la municipalité de Brest avait fait une réception brillante à l'Assemblée de Saint-Marc, mais que cette réception avait été son seul triomphe. En effet, l'Assemblée de Saint-Marc, mandée à la barre de l'Assemblée nationale, y fut entendue contradictoirement avec les commissaires députés des paroisses. C'était une singularité remarquable, observe un écrivain de mérite, M. Garat, d'entendre parler devant l'Assemblée nationale de France et pour des colons qui affectaient dès l'excès de l'indépendance populaire, M. Linguet, qui avait épuisé ses talents dans l'apologie du despotisme, qu'il a comparé tantôt à un général d'armée qui sort de ligne pour commander la ligne, tantôt à un soleil qui endommage de près, mais qui, au loin, répand la fécondité. Malgré les efforts verbeux de son avocat, l'Assemblée générale de Saint-Marc perdit son procès. L'Assemblée nationale, ouït le rapport de son comité colonial, décréta le 12 octobre. L'Assemblée nationale, considérant que les principes constitutionnels ont été méconnus par l'Assemblée, dite Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, qu'elle a fomenté les troubles qui ont eu lieu dans l'île, qu'elle a provoqué et justement encouru sa dissolution, déclare les prétendus décrets rendus par ladite Assemblée générale attentatoire à la tranquillité publique, anticonstitutionnelle et nulle, déclare que l'Assemblée provinciale de la partie du Nord, que les troupes de ligne, les volontaires du Port-au-Prince, M. Peigné, Vincent et Mauduit ont glorieusement rempli leurs devoirs et les remercie au nom de la nation. Décrète que ladite Assemblée de Saint-Marc est et demeurera supprimée, que ses membres sont déchus de leur mission à l'Assemblée coloniale de Saint-Domingue, qu'en conséquence, il sera procédé, si fait n'a été, à une nouvelle élection de députés pour former l'Assemblée coloniale de Saint-Domingue. Décrète que toutes les lois établies jusqu'à ce jour seront provisoirement exécutées, que, jusqu'à ce qu'il soit érigé de nouveaux tribunaux dans l'île de Saint-Domingue, le Conseil supérieur de l'île sera maintenu et les jugements exécutés. Décrète que le roi sera prié d'envoyer à Saint-Domingue 2 vaisseaux de ligne et des troupes suffisantes pour maintenir l'ordre. Décrète en outre que toutes les personnes attachées à la ci-devant Assemblée de Saint-Marc, mandées à la suite de l'Assemblée nationale, demeureront en cet état jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Les termes de ce décret étaient précis et ne laissaient rien à l'équivoque. On s'était engagé par serment de se conformer à la volonté nationale. L'obéissance devenait religieuse, mais les passions étaient trop ardentes pour se plier au joug des lois avec résignation. Dans l'ivresse de leur gain de cause, le gouvernement et l'Assemblée provinciale du Nord crurent le moment favorable pour convoquer une nouvelle assemblée coloniale. Une proclamation du général de Blancheland détermina l'époque de la réunion des assemblées primaires. Des difficultés élevées sur la formation du tableau des citoyens actifs mirent obstacle à leur réunion. La formation de ce tableau fut entravée par les partisans obstinés de l'Assemblée de Saint-Marc et par la masse des planteurs propriétaires, qui voyaient avec une juste défiance les petits blancs former la majorité, mais un obstacle plus grand qui arrêtait tout le monde et qu'on n'avait pas prévu, tout naturel qu'il était, c'est qu'il n'y avait plus moyen d'éluder l'article 4 des instructions du 28 mars et d'éloigner des assemblées primaires les hommes de couleur. L'idée de les y admettre à voter irritait tous les préjugés créoles. Ces préjugés étaient, moins que jamais, disposés à s'amender et dès lors le tableau des citoyens actifs ne pouvait être faisable. Une crise nouvelle vint ajouter à cette complication d'intérêts. Les troupes, annoncées par le décret du 12 octobre, étaient au moment d'arriver. Le général de Blancheland, informé qu'on les attendait aux Port-au-Prince avec des projets de séduction, leur envoya par une corvette l'ordre de se rendre au môle Saint-Nicolas. L'escadre qui les portait, n'ayant point été rencontrée par cette corvette, parut inopinément dans la rade du Port-au-Prince. Cette escadre, aux ordres du commandeur Village, était composée de 2 vaisseaux de ligne, le Fougueux et le Boré, de 2 frégates,
l'Uranie et la Prudente, et d'un transport. Elle avait à bord les seconds bataillons d'Artois et de Normandie, substitués au régiment de Bassigny dont on avait craint l'énergie révolutionnaire. Dès que cette escadre, sur laquelle se fondaient tant d'espérances diverses, fut aperçue, les plus fougueux défenseurs de Rassemblée de Saint-Marc coururent de tous les points de la côte implorer le secours des nouveaux arrivants. Affectant l'enthousiasme de la Révolution et les sentiments cordiaux de la fraternité, ils séduisirent sans peine leur religion et parviennent à les rendre défiants sur les principes des chefs de la colonie. Cette impression était donnée quand M. de Blancheland vint lui-même à bord des vaisseaux inviter les équipages à faire voile pour le môle. Les ordres qu'on peut discuter en présence de celui qui les donne n'entraînent pas généralement une soumission aussi passive qu'un simple ordre par écrit, parce qu'il faut ici une action positive de désobéissance et qu'elle coûte toujours aux habitudes de la hiérarchie militaire. M. de Blancheland en fit la triste épreuve. En vain objecta-t-il aux troupes que rien n'était disposé au Port-au-Prince pour les recevoir, que tout y manquait pour leur subsistance, que l'air en était mortel à quiconque arrivait d'Europe, et que le môle Saint-Nicolas était au contraire l'endroit le plus sain, le mieux approvisionné de la colonie. Il ne parvint à gagner personne. Un chef qui discute ne commande plus. Pendant qu'il allait d'un bâtiment à l'autre quêter l'obéissance, un essaim de chaloupes entourait les vaisseaux, et déjà plus de 500 hommes s'y étaient d'eau glissés de tous les bâtiments. Isolément et sans ordre, ils avaient gagné la ville, où toutes les maisons leur avaient été ouvertes comme à des libérateurs destinés à débarrasser les habitants du joug de l'Ancien Régime. Tant de séductions annonçaient des projets sinistres contre ceux que la voix publique accusait. Le colonel de Mauduit était particulièrement l'objet de toutes les plaintes depuis la dissolution du Comité de l'Ouest. La garde nationale des districts ne lui pardonnait point de l'avoir humilié en la dispersant par les armes et en séquestrant ses drapeaux. Une autre faute politique de M. de Mauduit était celle qu'il venait récemment de commettre en provoquant l'arrestation du chef des hommes de couleur du Sud, Rigaud, avec lequel on avait traité, et dont le crédit sur les siens était déjà trop puissant pour ne pas commander les ménagements que réclamait encore son génie. Cette arrestation avait aliéné une partie des hommes de couleur, et la multitude, quoique à la dévotion du gouvernement, n'osait plus s'avouer pour lui dans ce moment de crise. Une illumination brillante, de la rumeur plutôt que de la joie, le vint prodiguer dans les rues, maisons ouvertes aux soldats, tout annonçait une coalition générale des habitants contre les dépositaires de l'autorité. L'orage grossissait. Une députation de soldats et de matelots, parmi lesquels il s'en trouvait plusieurs qui avaient servi sur le Léopard, se présenta de nuit au palais du gouvernement et demanda à M. de Blancheland quel était son dessein en voulant les envoyer au môle. Cette question insurrectionnelle provenait de la communication donnée aux troupes d'un faux décret fabriqué au Port-au-Prince par un procureur nommé Pérussel et répandu en ville depuis quelques jours. Ce prétendu décret, daté du 17 décembre au soir, déclare que les remerciements donnés à la compagnie des volontaires du Port-au-Prince, au régiment dudit lieu, à M. de Peigné et de Mauduit, sont et demeurent expressément révoqués, comme ayant été surpris par de faux renseignements. Ordonne que le roi sera invité à donner les ordres les plus prompts et les plus précis pour que réparation soit faite aux citoyens de la ville du Port-au-Prince par les dits régiments et volontaires du Port-au-Prince, que remise soit faite des 3 drapeaux enlevés dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Sur le surplus du rapport du comité des colonies, qui regarde plus particulièrement le dit régiment, l'Assemblée ajourne à 3 jours et ordonne que toutes les pièces relatives à la conduite de ce corps soient communiquées au comité militaire et de constitution. M. de Blancheland chercha en vain à désabuser la députation, en lui affirmant qu'il n'y avait de vrai que le décret du 12 octobre. Ce ne fut que lorsqu'il exhiba les ordres du ministre de la Marine qui lui prescrivait d'envoyer les troupes au môle que les hommes de la députation se résignèrent à l'obéissance. Il fallait saisir le moment et commander en chef absolu. M. de Blancheland n'eut pas le tact ou la force de le faire. Il accorda 3 jours de rafraîchissement, sous la condition qu'on ne débarquerait que le lendemain dans la journée. Cette concession acheva la ruine de la soumission. Les cabarets et les cafés furent ouverts gratuitement aux troupes débarquantes. La masse des habitants leur insinua de refuser de faire le service avec le régiment du Port-au-Prince.
Les soldats de ce régiment, se trouvant humiliés par le mépris qu'on leur témoigne, ébranlés d'ailleurs par la communication du faux décret du 17 décembre, commencent à soupçonner la religion de leur chef et se laissent aller à la sédition qui les entoure. Le comité provincial reprend ses séances sous la dénomination de nouvelle municipalité. Des cris sinistres partent à la fois de tous les quartiers. Périsse le traître. À la lanterne les aristocrates. On court aux prisons. Rigaud et les autres détenus sont mis en liberté. On les porte en triomphe à l'église. Dans l'ivresse générale, on chante le Te Deum. Des cris tumultueux réclament le licenciement des pompons blancs et le rétablissement de la garde nationale. Le gouvernement n'ose s'y refuser et autorise le passage des armes dans les mains de ses ennemis. Monsieur de Mauduit ne dissimule pas le danger. Il engage Monsieur de Blancheland à sortir de la ville et reste seul pour faire face aux événements. Ses espérances trompent son courage, ses grenadiers, qui la veille avaient en fait serment de lui être fidèles jusqu'à la mort, se laissent à la fin persuader qu'on les égare, qu'ils se sont rendus criminels et que la patrie les blâme. Ce doute affreux détruit leur confiance. Ils se joignent aux autorités populaires, à la nouvelle municipalité, à la garde nationale des districts, à l'universalité des clameurs qui les entourent. Vainement le colonel de Mauduit entreprend de les rappeler à leur serment, aux obligations que leur impose le décret du 12 octobre. Ils sont sourds à sa voix et s'en rapportent à celle du peuple, à l'opinion de leurs frères de Normandie et d'Artois, égarés, comme eux, par le faux décret du 17 décembre. La nouvelle de la retraite du gouverneur augmente l'agitation. Il n'y a plus qu'un homme en butte à toutes les haines, c'est le colonel de Mauduit. La foule se porte en tumulte vers son domicile. On l'en arrache. Cet officier est traîné par un groupe de soldats et de populaces sur les lieux où il avait repoussé la force par la force. On le somme de se mettre à genoux et de faire amende honorable. Il s'en indigne, s'y refuse et découvre sa poitrine. Elle est percée à l'instant de 1000 coups. Il tombe sans proférer une plainte et en jetant des regards de mépris sur ses meurtriers. On s'acharne sur son cadavre et cet acharnement sauve la vie à 2 officiers du régiment du Port-au-Prince et à un sergent du régiment d'Artois qui avait essayé de couvrir de leur corps leur chef malheureux. Sa tête fut portée à la potence au bout d'une baïonnette et ses membres sanglants furent traînés dans la ville. On remarqua plusieurs furies dans cet affreux cortège, entre autres une femme de couleur, à qui la nouvelle municipalité s'empressa de confier la direction de l'hôpital, pour la récompenser d'avoir tenu les pieds du cadavre pendant qu'on lui avait coupé la tête. Au milieu des accents bruyants d'une joie féroce, un second Te Deum fut chanté pour remercier l'être suprême de l'heureuse révolution qui venait de s'opérer. Elle était complète. Les attributions de M. de Blancheland furent usurpées par M. de Caradeux, habitant du Port-au-Prince, sous le titre de capitaine général de la garde nationale. Les fonctions de lieutenant de roi furent envahies par la municipalité. Un matelot déserteur, nommé Pralotto, maltais d'origine, se substitua à M. de la Merveillère, chevalier de Saint-Louis, inspecteur des fortifications. Il ajouta aux canonniers de la troupe de ligne un corps nombreux d'artillerie bourgeoise. Les paroisses de l'Ouest envoyèrent des députés près de la nouvelle municipalité, qui, en se déclarant assemblée provinciale, débuta de son autorité privée par supprimer les fonctions d'intendant et par remplacer les membres du Conseil supérieur du Port-au-Prince. Les autorités nouvelles publièrent à l'envi leurs griefs contre les actes du gouvernement de M. de Blancheland, mais elles s'acharnèrent particulièrement contre la mémoire du colonel de Mauduit, à laquelle la caste des gens de couleur semblait seule donner quelques regrets. Ceux d'un noir, nommé Pierre, qu'il avait pour domestique, furent touchants. Il rassembla de nuit les membres épars de son maître, leur donna la sépulture qu'on leur refusait, et, après les avoir arrosés de ses larmes, se brûla la cervelle sur le tombeau élevé par sa piété. Pour effacer ce souvenir, on répandit à satiété la lettre par laquelle le colonel de Mauduit avait avoué à l'Assemblée générale de Saint-Marc ses liaisons intimes avec le cardinal de Rohan, et son voyage en Italie, où on lui reprochait d'avoir été prendre des ordres contre-révolutionnaires. Note. Lettre du colonel Mauduit au président de l'Assemblée de Saint-Marc, en date du 5 juillet 1790. On fit circuler, on publia et afficha la minute d'une lettre trouvée chez lui, après sa mort, dans laquelle il montrait toute son indignation contre le serment prêté par le roi
au sein de l'Assemblée nationale. Cette lettre était adressée au comte de Fernand Nunes, alors ambassadeur d'Espagne à Paris, qui avait personnellement approuvé la démarche du roi. Enfin, on porta jusqu'à la barre de l'Assemblée nationale toutes les accusations que l'on put accumuler pour colorer l'assassinat dont l'esprit de parti venait de se rendre coupable. Note. Extrait de la lettre du colonel de Mauduit, relatée dans le rapport des troubles de Saint-Domingue, tome 1er, page 2, 122. Pendant que les habitants du Port-au-Prince exhalaient leur haine contre le colonel de Mauduit qui n'était plus, l'Assemblée provinciale du Cap, flattée de l'espoir de voir le Nord devenir le siège du gouvernement, prodiguait à M. de Blancheland, qui arrivait dans ses murs, les égards dus à son rang et à sa position. Cette assemblée recevait officiellement en dépôt les drapeaux des pompons blancs licenciés et, malgré les clameurs du Port-au-Prince, faisait célébrer un service solennel en honneur du colonel de Mauduit. Les soldats du régiment du Cap, à qui l'on venait de faire prêter le serment d'obéir à leur chef jusqu'à la mort, bien sûr qu'ils ne les égareront pas, ne voulurent point individuellement assister à cette cérémonie funèbre, quoique les actes publics de convocation présentassent M. de Mauduit comme l'élève et l'émule des Washington et des Franklin. La réserve des soldats du régiment du Cap n'était pas la seule démarche faite pour donner au gouvernement le sentiment de sa faiblesse. Tous les jours et à chaque instant, il en acquérait la conviction. Son autorité, dans le Nord, ne se traînait que sous l'égide des corps populaires, du crédit desquels elle avait besoin de se couvrir pour obtenir l'obéissance. Dans le Sud et dans l'Ouest, on ne connaissait plus de frein. Les habitants du Port-au-Prince venaient d'en donner un grand exemple. Ne pouvant pardonner aux régiments qui portaient le nom de leur ville de les avoir réduits et désarmés, ils s'étaient réunis à l'improviste sous les ordres de M. de Caradeux et, suivis de l'artillerie nombreuse de Pralotto, ils avaient sommé, au nom du peuple, le régiment de mettre bas les armes. Effrayé de l'isolement où il était placé et des apprêts menaçants qui l'entouraient, ce régiment avait cédé aux clameurs publiques et, se résignant à son humiliation, s'était laissé mettre à bord et déporter. C'est ainsi que, de sa propre volonté, une ville de la colonie privait le gouvernement d'une grande partie des forces dont il allait avoir un si pressant besoin. Au milieu de ces actes d'anarchie frénétique, ce qu'il y avait de remarquable dans la fluctuation des intérêts de rivalité locale, c'était l'unité constante des sentiments créoles dans le fanatisme des préjugés de couleur. Les agents du pouvoir exécutif de la métropole continuaient au contraire à concevoir, dans la colonie, la possibilité de l'égalité des droits pour les anciens libres, et c'était toujours dans cette mesure qu'ils plaçaient leurs espérances. Selon eux, il n'y avait que ce moyen de rabaisser l'orgueil et le crédit des colons, et de les ramener à la soumission. L'Assemblée constituante, entraînée déjà par les raisons du droit naturel, dont elle voulait consacrer les principes, se laissa séduire par ces considérations de convenance et rendit le 15 mai un décret qui admettait dans les assemblées coloniales les sans-mêlés de toutes couleurs nés de père et mère libres. La foudre ne saurait produire un embrasement aussi prompt que celui que fit éclater cette nouvelle à Saint-Domingue. Peu s'en fallut qu'on ne massacrât tout ce qu'il y avait de bordelais au Cap, parce qu'une lettre de Bordeaux annonçait que la jeunesse de cette ville y avait ouvert un recrutement volontaire pour venir appuyer l'exécution du décret de l'Assemblée nationale. Toutes les paroisses protestèrent par des arrêtés contre l'exécution du décret, dans des termes plus emportés les uns que les autres. On rejeta le serment civique, on abjura la mère patrie. Pour peindre l'esprit de ces différents arrêtés, nous allons donner celui de la paroisse du Gros Morne, la plus considérable de la colonie, par sa population et par son étendue. Considérant, y est-il dit, que les décrets des 13 et 15 mai étant une infraction aux décrets des 8 mars et 12 octobre de l'année dernière, c'est un parjure national et un nouveau crime à ajouter à tant d'autres. Considérant que la colonie, indignement abusée, ne peut plus accorder de confiance aux actes d'une assemblée qui se dégrade au point de devenir elle-même la violatrice des lois décrétées par elle. Considérant qu'un tel excès ne permet pas de présumer qu'aucun frein politique, aucune pudeur, puisse arrêter sa marche criminelle, et que les colonies ont tout à craindre des délibérations ultérieures d'une assemblée qui dicte le complément de toutes les destructions possibles. Considérant que la colonie s'est donnée à la France d'autrefois, et non d'aujourd'hui ou actuelle, que les conditions du traité ayant changé, le pacte est anéanti. Considérant que tous les principes constitutionnels du gouvernement de la France
sont destructives de tous ceux qui conviennent à la constitution des colonies, laquelle est violée d'avance par la Déclaration des droits de l'homme. Considérant enfin que la constitution de la colonie dépend de l'union de tous les colons et de leur résistance par la force contre les ennemis de leur repos, les habitants ici assemblés déclarent leur chef adhérer et adhèrent à leur arrêté du 30 janvier, contre tout ce qui a été fait et décrété par l'Assemblée nationale pour ou contre les colonies, et notamment celle de Saint-Domingue, et contre tout ce qu'elle fera et décrétera par la suite. Protestent contre les décrets des 13 et 15 mai derniers et contre l'admission dans la colonie des commissaires que l'Assemblée nationale prétend y envoyer. Jurent tous sur l'honneur, en présence du Dieu des armées, qu'ils invoquent au pied de son sanctuaire, vers lequel ils sont prosternés, de repousser la force par la force et de périr sous les ruines amoncelées de leurs propriétés, plutôt que de souffrir qu'il soit porté une telle atteinte à leurs droits, dont dépend le maintien politique de la colonie. Ordonnent à ceux qui se prétendent leurs députés dans l'Assemblée nationale de se retirer. Invitent tous les colons résidant en France de se rendre dans la colonie pour y soutenir et défendre leurs droits, et coopérer aux grandes œuvres des lois qui doivent la régir dorénavant dans l'indépendance de celle de la France. Tandis qu'on s'exprimait aussi vertement dans le Nord, on usait de toutes les expressions dans l'Ouest pour abjurer, maudire des liens dont une mère patrie, aussi insensée que barbare, provoquait elle-même la dissolution par la perfidie et le parjure. Note. Extrait de l'adresse de la Garde nationale du Port-au-Prince, inséré dans le Moniteur colonial du 4 juin 1791. L'indignation des premiers propriétaires était moindre que celle des habitants des villes, qui, la plupart étrangers à la colonie, étaient d'autant moins excusables de s'irriter d'un acte politique qui ne les touchait pas. De tous les temps et dans tous les pays, les villes ont donné le ton. Celles de la colonie s'indignaient contre le décret du 15 mai. On singea leur indignation. Monsieur de Blancheland, cédant aux vœux apparents de la majorité et dans le but de regagner de la popularité, vint communiquer à l'Assemblée provinciale du Nord une lettre qu'il écrivait au ministre de la Marine pour lui faire des représentations. Il finissait sa lettre par déclarer qu'il s'opposerait à l'exécution de la loi, quand même elle lui serait envoyée officiellement, jusqu'à ce qu'il eût reçu de nouveaux ordres. Les hommes de couleur, encore effrayés du supplice d'Auger, n'avaient là pas osé exprimer leur joie sur le décret du 15 mai. Ils paraissaient impassibles dans l'attente de l'exécution des volontés de l'Assemblée nationale, mais ils étaient loin d'être tranquilles. On peut en juger par ce qu'écrivait à cette époque un d'entre eux, nommé La Buissonnière, à leur commissaire en France, Julien Raymond. L'exemple d'Auger et de ses compagnons, que l'on croit un moyen de nous effrayer, n'est au contraire que pour nous faire vaincre ou mourir, lorsqu'il s'agira de jouir de la liberté que nous offrent nos législateurs, restaurateurs de la liberté française, si l'on veut s'y opposer. En attendant ce moment, tous les hommes de couleur se sont promis d'être tranquilles, de tout souffrir, hors la mort, ou la prison qui peut nous y mener. On ne nous a jamais vus nous attrouper, aller, arrêter le courrier pour le dévaliser, et piller les lettres pour connaître le secret dont on nous prive de toute manière, pour répandre des nouvelles à nous alarmer. Nous n'avons jamais assassiné personne, ni même conçu l'idée, malgré que notre sang ruisselle à Saint-Domingue et ailleurs, pouvant cependant user de représailles. Mais l'idée que les nègres profiteront et dévasteront cette belle contrée nous a fait suspendre, ou, pour mieux dire, renoncer à cela. On nous reproche d'être fiers, cela peut être, mais notre fierté est fondée sur la vertu des hommes sans reproche. Cependant, leur conduite apparente n'annonçait rien d'hostile. Seulement les plus marquants d'entre eux s'éloignent des villes sous prétexte d'aller chercher dans les campagnes un abri contre la haine jalouse des Blancs. Elle se manifestait en effet de toutes les manières depuis que la tribune nationale avait retenti l'axiome effrayant. Périssent les colonies plutôt qu'un de nos principes. Les rivalités du Sud, de l'Ouest et du Nord s'éteignirent dans le sentiment unanime d'opposition qu'on apportait à l'exécution du décret du 15 mai. Les assemblées provinciales et tous les corps populaires de la colonie pensèrent que le meilleur moyen de s'opposer à cette IOI était de convoquer une nouvelle assemblée coloniale, qui, d'après le décret du 8 mars seulement, serait expressément chargée de fixer l'état politique des hommes de couleur. Pour cette fois, les assemblées primaires furent fréquentées. Les membres de l'Assemblée générale de Saint-Marc, qu'une déclaration du 26 juin
avait autorisé à repasser à Saint-Domingue comme n'ayant pas eu, dans leur conduite, lieu à accusation, furent réélus à l'unanimité. Ceux qui n'étaient point encore de retour dans la colonie eurent des suppléants, en attendant leur arrivée. La composition de cette nouvelle assemblée replaçait sur la scène des événements les ennemis les plus acharnés du gouvernement colonial. Ils venaient déjà de se réunir à Léogane sous la présidence de M. de Caduche. Le Port-au-Prince et le Cap y avaient envoyé des députations pour engager l'Assemblée à choisir leur ville pour le siège de ces séances. Le Nord l'emporta. L'Assemblée s'ajourna au Cap pour le 25 août. Il fut décidé que l'on siégerait dans cette ville afin de surveiller le gouvernement, qui avait toujours à sa suite un surcroît de population blanche qu'il importait de séduire. Rien ne fut négligé pour arriver à ce but. Les prétentions jalouses des petits blancs contre les hommes de couleur furent violemment excitées, et ces hommes, qui n'avaient rien à perdre, se montrèrent, suivant leur usage, les plus irrités du décret du 15 mai. Afin d'entretenir l'exaltation et pour se donner de l'importance, on répandait des bruits sinistres, on affectait des inquiétudes. Dans le but de veiller, disait-on, à la sûreté générale, des patrouilles parcouraient les habitations en faisant l'appel des esclaves. Elles troublaient leur sommeil et celui de leurs familles en pénétrant de nuit dans leurs cases où, sous prétexte de faire des recherches, elles se permettaient toutes sortes d'excès. L'esclave tout ébahi cherchait à connaître les causes de cette inquiétude et devenait chaque jour plus avide dans son étonnement. Le moment était favorable pour déchaîner sa barbarie. On se plaisait à en faire craindre le soulèvement, mais les créoles méprisaient tellement les Noirs que leur crainte n'était qu'affectée. Leur seul préjugé s'irritait contre les prétentions des hommes de couleur, et c'était là la véritable cause qui excitait les alarmes populaires. Ils ne cessaient de répandre que la reconnaissance des droits politiques accordés par le décret du 15 mai allait incessamment amener l'insurrection générale. Cette impulsion, donnée à dessein à la crainte des petits blancs, faisait prodiguer la sévérité envers les Noirs, mais surtout les outrages envers les hommes de couleur. Ces outrages et sévérités déplacées amenèrent enfin la révolte, qu'on provoquait de tant de manières. Dès le mois de juin et de juillet, plusieurs ateliers de l'Ouest formèrent des rassemblements insurrectionnels. Leurs attroupements isolés furent facilement dispersés par la maréchaussée réunie à quelques habitants. On multiplia alors les supplices comme on avait auparavant redoublé de mauvais traitements. Les bourreaux furent insuffisants pour leur horrible ministère. On peut en juger par l'extrait de la lettre suivante, sous la date du 18 juillet, adressée au président du Club Massiac par l'auteur d'un ouvrage tendant à prouver la nécessité du maintien perpétuel de l'esclavage dans la colonie. Cette lettre a été présentée, dans le temps, en original, à la Convention nationale. Si l'on est embarrassé pour couper les têtes, on appellera le citoyen général Caradeux, commandant des districts du Port-au-Prince, qui en a fait sauter une cinquantaine sur l'habitation Aubry, dans le temps qu'il en était fermier, et qui, afin qu'on en ignorât, les fichait sur des pics, le long des haies de son habitation, en guise de palmiers. La révolte de l'Ouest fut étouffée et parut assoupie. Les créoles, suivant l'expression de Mirabeau, dormaient sur les bords du Vésuve. Les premiers jets du volcan ne les réveillèrent point. À leurs yeux fascinés, les Noirs n'étaient pas des êtres qu'on pût compter pour quelque chose. À la mi-août, un incendie éclata, dans le nord, sur l'habitation Chabot. Au même instant, dans le quartier voisin, l'atelier de l'habitation Lagossette attenta à la vie de son gérant. C'était déjà l'explosion du grand désastre qu'un malentendu, sur le jour d'exécution, avait fait anticiper. La justice créole dévora les coupables qu'elle put atteindre, sans se donner le temps de débrouiller la trame dont elle tenait le fil. Le 22 août, l'insurrection éclata d'une manière générale. Les esclaves de l'habitation Turpin, sous la conduite d'un nègre anglais nommé Bookman, partent à 10 heures du soir, entraînent les ateliers des habitations Flaville, Clément, Trémès et Noé, et commencent des scènes d'horreur qui font frémir la nature. Ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des tigres qui cherchent à assouvir leur rage. Ils couvrent de feu et de ruines le plus beau pays de l'univers. Ils frappent et égorgent sans distinction d'âge et de sexe tous les blancs qu'ils peuvent atteindre, et voient avec une joie féroce les angoisses et les derniers soupirs de ceux vers lesquels ils n'osaient naguère élever leur regard furtif. La ville du Cap n'apprend le désastre que par les flammes qui embrasent l'horizon, et par les cris des fuyards qui se précipitent à ses portes. Les habitants de cette ville, frappés d'abord de stupeur, se renferment précipitamment chez eux, pour y mettre sous clé leurs esclaves.
Les troupes seules couvrent les rues pour se rendre aux différents postes. Le canon d'alarme appelle bientôt toute la population aux armes. Les habitants sortent, s'abordent, se questionnent, et aussitôt leur courage s'allume au feu de la vengeance. La fureur égare les petits blancs. Il n'y a qu'un cri d'indignation contre les sans-mêlés. On les accuse des scènes d'horreur dont on est environné. Et dans le délire d'un premier mouvement, plusieurs hommes de couleur sont traités de la même manière, dont les révoltés traitent les blancs surpris sur les habitations. Pour arrêter les excès de cette rage, l'Assemblée provinciale du Nord dut assigner sur le champ à la population de couleur des lieux de refuge, où elle courut se mettre sous la garde des corps militaires. Tous ensemble, mais surtout ceux de cette population qui étaient propriétaires, demandèrent des armes pour aller combattre l'ennemi commun. Tel était l'aveuglement et la force des préventions qu'on hésita d'abord de faire emploi de leur offre. L'insurrection se propageait comme le fluide électrique. En 4 jours, le tiers de la province du Nord ne présenta plus qu'un monceau de cendres. Plusieurs membres de l'Assemblée coloniale, qui s'étaient ajournés au Cap pour la fin d'août, furent surpris en route par les révoltés et tombèrent sous leurs coups. Il fallut envoyer un fort détachement pour favoriser l'arrivée du président, des secrétaires et des archives. Des corps de troupes de ligne et de garde nationale furent envoyés dans la plaine, tandis que le lieutenant-colonel du régiment du Cap, M. de Touzard, se portait vers le gros des révoltés au Lambé avec les grenadiers et les chasseurs de son régiment, soutenus de plusieurs pièces de canon. Il ne fallut rien moins que la contenance valeureuse de ce chef pour maintenir sa troupe dans l'attitude imposante de la force. Elle frayait sa route dans un essaim de révoltés, comptant pour rien leur résistance, lorsqu'un ordre du gouverneur, qui avait cédé aux inquiétudes des habitants, la rappela au Cap, où la consternation était générale. La révolte circonscrivait en effet cette malheureuse ville. Un poste, établi sur l'habitation Bongar, s'était laissé effarer et avait livré aux torches des esclaves, par sa rentrée précipitée, les 2 plus beaux quartiers de la colonie, celui de Morin et de Limonade. Les incendiaires s'étaient ensuite avancés vers le haut du Cap. Les coups de canon redoublés que la ville tirait sur eux avaient eu peine à arrêter leur marche. Le retour de M. Touzard avait brisé leur attaque. Mais ce retour, en laissant les révoltés maîtres absolus de la campagne, avait augmenté leur hardiesse et leur avait abandonné le pays. Ils étendirent leur déprédation de la plaine dans les mornes. Leur fureur, en s'éloignant, parut se ralentir. Mais cette pause n'avait pour objet qu'une organisation plus régulière. Les colons en profitèrent pour montrer enfin de la résistance. Les paroisses à l'est du Cap formèrent des camps aux Trous et à Vallières. Les plaines du Fort Dauphin furent découvertes avec art et méthode par M. de Rouvray, maréchal de camp et propriétaire à Saint-Domingue. Ces plaines, circonscrites par la mer et les frontières espagnoles, présentent la forme d'une presqu'île. Et c'est à cette même configuration que la presqu'île du Maule dut longtemps sa conservation. Le système régulier que suivaient tous les révoltés prouvait que leur entreprise était dirigée par des êtres d'une intelligence supérieure à la leur. Ils ne s'exposaient point en masse, comme des furieux ou des fanatiques, se tenaient étendus et dispersés, et se plaçaient par pelotons dans les endroits fourrés de manière à paraître disposés à envelopper et à écraser leur ennemi par le nombre. Pendant que les dispositions préparatoires se faisaient dans le plus grand silence, leurs obis opéraient des ouangas, et exaltaient ainsi l'imagination des femmes et des enfants qui chantaient et dansaient en démoniaques. L'attaque commençait alors avec des cris et des hurlements épouvantables. S'ils éprouvaient de la résistance, ils n'usaient y point leur énergie. Mais s'ils voyaient de l'hésitation dans la défense, ils devenaient d'une audace extrême et ne connaissaient plus alors d'autres moyens que d'étouffer de leurs bras et de leur corps le canon de l'ennemi et d'achever ainsi sa déroute. Les contorsions et les hurlements n'étaient pas les seuls moyens dont ils se servaient pour jeter au-devant d'eux les angoisses de la crainte. Le feu qu'ils mettaient aux cannes à sucre, à tous les bâtiments, à leurs cases, à leurs ajoupas, couvrait pendant le jour le ciel de tourbillons de fumée et embrassait pendant la nuit l'horizon d'aurore boréale qui jetait au loin le reflet d'autant de volcans et donnait à tous les objets une teinte livide de sang. Au silence le plus absolu succédait un vacarme épouvantable. Il était remplacé par les cris plaintifs des prisonniers mourants, que les barbares se faisaient un jeu d'immoler dans leurs avant-postes. Ces transitions du silence au bruit, du bruit aux cris aigus de la douleur, étaient les ressorts apprêtés que faisaient mouvoir les instigateurs de cette affreuse catastrophe. C'est dans l'horreur de toutes ces circonstances
que la nouvelle assemblée, qui constituait toujours la dénomination de général à celle de colonial, ouvrit ses séances. Égarée par ses préjugés et sa douleur, ses premières espérances ne se tournèrent pas vers la patrie qu'elle accusait de ses désastres. Elle dédaigna de les lui faire connaître, et pour empêcher le gouverneur de remplir son devoir à cet égard, elle fit mettre un embargo sévère sur tous les bâtiments qui étaient dans la colonie. Elle répondit qu'il n'y avait pas lieu à délibérer à l'offre que lui faisaient les capitaines du commerce d'expédier à leurs frais un aviso en France. Croyant pouvoir se suffire et dominer le mal par elle-même, elle arrêta la formation de 3 régiments de gardes soldés, établit des commissions prévôtales, augmenta les droits d'octroi et, contre ses propres statuts, décida que le terme de la présidence de M. de Caduche serait prorogé pour lui donner le temps de suivre les négociations qu'elle avait entamées avec le gouverneur de la Jamaïque, près duquel elle avait envoyé 2 de ses membres en qualité de commissaires. Voici le texte officiel de leur lettre de créance auprès du gouverneur de la colonie anglaise. Au Cap français, 24 août 1791. Monsieur le gouverneur général, l'Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, vivement affectée des malheurs qui désolent Saint-Domingue, a déterminé de députer vers votre Excellence pour lui faire la peinture de tous les maux dont cette belle île est frappée. Les flammes dévastent nos possessions. Les poings-bras de nos nègres armés sont déjà teints du sang de nos frères. Un secours très prompt nous est nécessaire pour sauver les débris de nos fortunes, déjà à moitié détruites. Renfermés dans nos villes, nous conservons les individus jusqu'à ce que les secours que nous sollicitons de vous nous parviennent. L'Assemblée générale supplie votre Excellence de prendre en considération le détail que vous fera Monsieur le Beunier, l'un de ses membres, qui est le commissaire qu'elle a choisi pour vous présenter sa demande. Il vous remettra notre acte de constitution. Pour appuyer ces ouvertures et se donner l'air étranger, le chapeau rond à l'anglaise et les couleurs rouge et noire furent affectés à l'uniforme des troupes qu'on organisait. La légende « Vive la nation, la loi et le roi » fut effacée de dessus le fauteuil du président, qui portait à son chapeau la cocarde noire au lieu de la cocarde nationale. Il fut arrêté qu'en cas d'attaque, l'Assemblée générale et l'Assemblée provinciale se réuniraient pour veiller elles-mêmes à leur défense. Que les membres de la première auraient bandoulière, en séance et sous les armes, une écharpe de crêpe noire, et ceux de la seconde une écharpe de crêpe rouge, décoration qui eût été trop puérile et trop ridicule si, comme l'observe M. Dalmas, elle n'avait servi qu'à indiquer le but vers lequel tout tendait. Les secours qu'on espérait avec tant de confiance se réduisirent à de faibles démonstrations et à des vœux stériles. Lord Effingham, gouverneur de la Jamaïque, fit seulement rapprocher des côtes de l'Ouest la croisière d'un vaisseau de 50 canons et fit porter au Cap, par 3 corvettes 500 fusils et quelques munitions de guerre et de bouche, ne pouvant prendre sur lui, disait-il, de rien distraire de sa garnison dans les circonstances critiques où se trouvaient toutes les Antilles. M. Brian Edwards, membre de l'Assemblée générale de la Jamaïque, vint au Cap à bord d'une des 3 corvettes. Mais sa présence ne servit qu'à faire ressortir le peu d'intérêt que les Anglais prenaient à Saint-Domingue. De retour à la Jamaïque, où il était considéré par sa fortune comme planteur, et par la place qu'il y occupait, il ne put, malgré son crédit et ses promesses, faire réussir un emprunt que voulait négocier l'Assemblée générale de la colonie française. Ses commissaires durent revenir, humiliés de leurs instances inutiles. Il l'aurait été bien davantage s'ils eussent entendu, quelque temps après, le ministre Pitt, l'homme d'État qui présidait aux destinées de l'Angleterre, s'écrier d'un accent ironique en apprenant le détail des désastres de Saint-Domingue: « Il paraît que les Français prendront leur café au caramel. » Note. Histoire de la guerre civile en France, par l'auteur de l'Histoire du règne de Louis XVI, tome 1er, page 2, 185. Fin de chapitre 3. Mémoire pour servir à l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue. Remarque. Si, dans le moment où la nature l'émancipe, ses parents continuent à exercer les mêmes droits, cette autorité qui paraissait douce à l'enfant quand il était faible, lui paraît un joug insupportable quand il est fort.